Ok, la vidéo clivante. Alors d'abord, je tiens à désamorcer un petit truc. Le titre, c'est surtout pour l'efficacité. On va parler aujourd'hui des joueurs qui me rendent complètement fou, cinglé, qui m'énervent, qui me font, qui développent en moi en fait des sentiments. Je suis déjà en train de m'énerver là, des sentiments inavouables. J'ai envie d'arracher ma tête quoi. J'ai pas écrit ça dans le fil conducteur. Alors lui, Grigou Dimitrov. Oh là là là, j'ai des choses à vous dire. Hein. Alors oui, on parlait de Babyfed. Bah, moi, j'étais fan de Dimitrov, mais Baby Dimitrov, quand il arrivait sur le circuit, moi, je l'ai découvert au début des années 2010, 2011 pour sûr, for sure. Et surtout, ça a culminé sur la victoire contre Djokovic à Madrid en 2013. Une victoire où il est perclus de crampes, il arrive à battre Novak d'une manière totalement stratosphérique, irréelle. Et là, moi, je bois du petit lait, quoi. Je suis fan absolu. Non. Il aurait pu être d'ailleurs dans le top 10 des joueurs préférés. Il n'était pas très très loin. Mais je vais vous expliquer pourquoi il est dans le top 10 des joueurs détestés. Parce que j'y ai cru, mais hyper longtemps, quoi. Vous savez, quand vous êtes délusionnal, moi j'étais délusionnal complet sur Dimitrov. Dans ma tête, début des années 2010, il allait remporter, je sais pas, 5-6 grands chelems, quoi. Vous imaginez le niveau d'absurdité. Maintenant, quand je repense à ce mois de l'époque, je rigole. Et donc, comment je commençais à plus trop y croire, arrive cette demi-finale à l'Open d'Australie contre Rafael Nadal en 2017. Et ce match, son meilleur match en carrière, très certainement. Rafa bat comme Rafa avait battu Verdasco en 2009, en demi-finale, pareil, pour remporter le titre cette fois-ci. Là, il va perdre en finale contre Roger Federer en 2017. Mais cette perf, bah, elle a un peu rallumé un truc que j'essaye d'éteindre. Vous savez, vous êtes un peu accro, quoi. Vous êtes là, vous êtes un peu un junkie, quoi. Vous cherchez des motifs d'espoir, c'est un peu votre chouchou, mais vous savez qu'il va jamais rien faire de bon. Et là, ça a remis une pièce. Il fait une très belle saison 2017. Attention, il remporte le Masters et Cincinnati. Un mental et une implication déficiente. Un peu un jet-setter, quoi. Un peu le Massimo. Bref, vous m'avez compris. De déception en déception, on passe de l'adoration à la haine. C'est parfois ça dans la vie amoureuse également. Donc de la frustration. 3 demi en grand chelem quand même. Et une carrière finalement qui n'est pas très loin de celle de Richard Gasquet. À Denis, c'est un peu même délire, quoi. C'est le poulet sans tête. C'est le poulet sans tête. Tu lui coupes la tête, il continue à courir pendant des kilomètres et des kilomètres, et en fait, il se rend compte que quand il avait sa tête, ça changeait rien, parce qu'il l'utilisait pas. Alors, moi, ce qui me frustre, c'est que je vois précisément le joueur qu'il pourrait devenir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui le vois. Lui, il n'est pas au courant, son coach n'est pas au courant, sa mère n'est pas au courant. Ouais, j'ai cette impression d'être un peu, je sais pas, dans mon monde quand je le regarde. Alors je suis frustré, beaucoup de souffrance pour moi de regarder ce type de joueur parce que il est flamboyant, il a une technique qui est imparable, il est magnifique. Je pense qu'il y a vraiment des fois où ce serait amusant de filmer certaines de mes réactions quand je regarde des matchs, et notamment des matchs de Denis Shapovalov. Je suis vraiment, je crois que j'ai pété plusieurs tables basses à cause de lui. Le mec me rend fou, il me rend cinglé, vraiment. Je crie, je hurle, je suis tout seul comme ça, avec mes multi-écrans, à regarder plein de matchs et à m'abrutir de tennis. Mais lui, pour le coup, il me fait me sentir vivant, quoi, peut-être. Je devrais peut-être le remercier quelque part. Enfin bref. QI tennis négatif, Denis Shapovalov intègre aisément ce top 10. Cas intéressant, Gauguin. J'ai adoré le joueur quand il est arrivé en 1997 avec la tenue jaune-verte qu'on voit juste là, regardez, tac, ici, juste là, c'était Guga, c'était cette tenue incroyable, avec son coach Larry Passos. Juste un duo magnifique. La tenue, le style, le revers à une main, longue ligne, les cris, comme ça, j'en fais trop sur cette vidéo. Et puis, j'ai été un peu saoulé par le côté mielleux, par cette relation avec le public parisien. Ça m'a un peu saoulé, c'était peut-être déjà, je sais pas... c'est un peu comme quand tu kiffes un groupe de rock indépendant et qui devient mainstream tout d'un coup, et t'as l'impression de perdre un peu quelque chose, ton petit chouchou comme ça qui se fait emporter par les vagues du succès. C'était un peu pareil pour moi, pour Gouga. Donc je suis toujours un peu passé à côté de cette hype, en tout cas de cette vision typiquement française de ce joueur, que pourtant je respecte et que j'ai redécouvert par la suite, mais ça m'énerve. Alors lui, le Dan Evans, que dire? Déjà, un type qui serre le poing sur une double adverse et qui hurle common en regardant sa femme. Est-ce que c'est vraiment l'attitude qu'on kiffe? Ouais, en vrai, secrètement, on adore ça. Donc le body language de l'enfer, ce joueur. Mais paradoxalement, un superbe jeu, quoi. Un côté poil à gratter. Mais il y a quelque chose... En fait, quand tu regardes un match de Dan Evans, tu sais que tu vas tilt.
il va te faire tilt, il va faire tilt l'arbitre, l'adversaire, tout le public. Il a ce talent-là. C'est un joueur insupportable, mais ça fait partie de son jeu, quoi. Il a ce jeu avec la multiplication de slice, c'est comme ça qu'il a battu Novak d'ailleurs sur terre battue à Monte Carlo. Un jeu un peu vintage, une attitude vintage aussi, on peut le dire. J'allais dire un beau salopard, c'est peut-être un peu exagéré. En bref, un joueur qui a typiquement compris ce qui est important dans le tennis, le metagame. Bon, j'adore Gaël, hein, mais je vais vous résumer sa carrière en 1 minute 30 dans ces petits segments. Déjà, bon les gars, c'est Roland Garros dans 3 semaines. Comment il est, Gaël Monfils? Ah putain, non, oh, non, j'ai mal. Oh, j'ai mal à la cuisse. Oh, le genou. Oh non, la douleur au genou. Oh, les côtes. Oh, le truc, le machin. Le mec était tout le temps blessé avant d'arriver à Roland Garros parce que potentiellement cette année-là, il aurait pu être un outsider, mais en fait non, parce qu'il a un pépin, donc il préfère toujours arriver sans attente. Si vous attendez quelque chose de Gaël Monfils, il se défile. Pareil pour la Coupe Davis, alors non, je vais pas aller en Guadeloupe. Ensuite, c'était non, je préfère pas jouer ça, mais machin. Il y a eu plein d'incompréhensions avec Noah, qui ont l'air quand même d'être un petit peu de son ressort. Donc, un gars qui se liquéfie systématiquement quand on l'attend, c'est un peu le fil conducteur de sa carrière. J'adore Gaël Monfils, hein. Showman extraordinaire, un physique hors norme, un potentiel qui semblait pouvoir lui promettre un grand chelem. Et c'est ça le truc aussi, c'est la distorsion énorme entre nos attentes et l'attente de l'espace médiatique qui façonne l'attente du public et ce qu'on a eu à la fin. C'était un peu comme, je sais pas, tu ouvres une pochette surprise, tu t'attends à avoir un lingot d'or et tu as une Pokéball. La compadre de merde. Bref, super joueur, charismatique, il fait plaisir, on aime la monf, on l'adore, on aime les déclarations lunaires aussi, comme l'année dernière, genre je veux remporter un grand chelem avant mes 40 ans. On adore ça, ça nous fait plaisir. On vibre, mais c'est toujours un peu le même film. Et c'est pas non plus... voilà, c'est pas un blockbuster, quoi. Bon, ça parle de Servbot, hein, Léo Pelka, les Isner, mais Ivo Karlovic. Ivo Karlovic, vous avez déjà vu un match du début à la fin avec Ivo Karlovic, c'est un enfer. 0,30 sur son service, ok, pas de souci, le mec il te sort 3 aces et un passing avec le 4 de sa raquette. Il est horrible ce joueur par sa capacité à être en plus clutch. Il va te sortir un passing de revers alors que tu t'aventures au filet par hasard sur une balle de break pour essayer de le finir. Il est capable de ça, des services en veux-tu en voilà, des menaces en première comme en deuxième. Et c'est lui le vrai servebot, quoi. C'est le servebot originel. C'est Ivo Karlovic. Il a joué jusqu'à ses 72 ans quand Ivo. Je sais même pas, est-ce qu'il est à la retraite là? Le mec il continue à nous hanter, en fait, il nous poursuit. Il nous poursuit. Vous regardez ce volley là, il y a Ivo Karlovic, sans déconner. Le truc en fait, c'est que à un moment donné, quand tu sais faire que des dunks, est-ce que t'es. Enfin vraiment quoi, putain, Ivo Karlovic quoi. Puis il y a tout quoi, c'est juste le gars. En fait, c'est la définition de l'enfer quoi. C'est si vous êtes piégé quelque part en enfer, il y aura certainement un match d'Ivo Karlovic qui passera en boucle. Siliciste, réveillez-vous. Et oui, Marin Cilic est dans ce top 10. La routine au service la plus exaspérante de l'histoire, et pourtant il y en a 2-3, hein. Mais lui c'est quand même c'est le pompon quoi, 58 rebonds avant de servir, et puis tout d'un coup le mec il sert comme s'il avait une envie pressante d'aller pisser quoi, il y a un truc avec lui qui est complètement dingue. Pick Cilic, injouable, on se souvient de l'US Open 2014, où il flambe Roger Federer en demi-finale, il bat Nishikori aisément en finale, il remporte un GC, puis à côté de ça il choke. Donc c'est le gars, tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais quand il est vraiment en chaleur et que les balles rentrent, il est imparable. Il y a la petite affaire du dopage également en 2014. C'était en même temps que Troïki, c'était à l'époque où on avait un peu... on s'était rendu compte que c'était possiblement quelque chose qui se passait dans le tennis, quoi. Il y avait des cas. Alors que depuis, plus personne, évidemment, ne prend de produit. Et le président de l'ITF à l'époque, on dérive un peu, mais la citation est succulente. Il avait dit « Le tennis est un sport où le dopage n'a pas un impact direct sur la performance. » On a tous des rituels, certains regardent une émission avec Nagui, d'autres questions pour un champion. Moi, c'est vers la fin de l'année, à chaque fois, je regarde Instagram, ce réseau social merveilleux rempli de... Je vous laisse finir la phrase. Et moi, je regarde le compte de Benoît Paire et ce fameux post où il annonce que l'année prochaine,
on ne l'y reprendra plus. Ah non, 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 ce ne sera plus cette année de vie dissolue, de cocktails, bu jusqu'à une certaine heure avant ces matchs. Non, ça c'est terminé. Il y aura une nouvelle version de Benoît Paire, apaisée, sereine. Et généralement, ce qui se passe, c'est que dès le 4 janvier, il a traité la mère d'un adversaire de ce que vous voulez, il a pété 3 raquettes, il a provoqué un consultant sur Twitter, et il a déjà refait un post rédemption le lendemain, donc dès le 5 janvier, on a déjà vécu tout ça, très concentré en quelques jours simplement. Moi j'adore Benoît Paire, hein. Enfin non, je le déteste parce que c'est le titre de la vidéo, mais il y a un rapport amour-haine, c'est toujours le même film, c'est amusant. Le truc c'est que c'est un peu attendrissant quand même parce que ça a pas l'air d'être un mauvais bougre, hein. Quand tu l'écoutes hors du cours, quand tu vois un peu ce qu'il fait, il a l'air sympa quoi. C'est ça le paradoxe, c'est le grand paradoxe. Touche du doigt un truc là. Bon alors lui, le temps qu'il serve, t'as le temps de préparer tes linguinés cuisson 11 minutes avec du pesto, t'as le temps de passer 2-3 coups de fil, du parmesan, un filet de citron hein, aussi sur les linguinés, t'as le temps d'aller à la supérette, d'acheter le citron et le parmesan, de revenir, la balle est toujours pas redescendue. Tout est rompiche chez Delbo, attention pas Delpo, chez Delbo, tout quoi. En fait ça fait partie de ces mecs, de ces joueurs dont j'observe les matchs, je regarde une pelletée de matchs, et dans mes vidéos, je vous garde le sucre, l'essentiel. Je vous garde le 1 ou 2%. Mais le reste c'est des purges. Et il y a souvent des bonus dedans. C'est méchant. Cette vidéo, je pense qu'elle est roulis-bread, vous me direz dans les commentaires. On enchaîne avec le 9e joueur de ce top, et c'est Nick Kyrgios. Alors je trouve chez Nick Kyrgios qu'on a une fanbase qui est très très divisée en 2 parties, très différentes. On a une partie constituée de gens qui ont l'air assez jeunes, plutôt toxiques, et de l'autre, on a un peu les revenants de l'école John McEnroe, qui aiment bien les artistes, les joueurs talentueux, caractériels, qui ont beaucoup plus de bouteilles et d'expérience, hein, qui ont plus 40 et plus en année. Et on a aussi les posts Insta, moi contre le reste du monde, tous les 2-3 jours à peu près. Il faudrait que je compte combien il en a posté en 2022, et combien il va en poster cette année également. On est chez ce joueur toujours un peu dans une espèce de manipulation, je trouve. Il y a quelque chose d'un peu malsain finalement. Ça n'a pas l'air d'être un gars non plus super carré, quoi. Contrairement à Benoît Paire, voilà, lui il a l'air un peu quand même chez Paire. Et je pense avoir été l'un de ses plus grands défenseurs pendant longtemps. Et je continue à le faire d'ailleurs, je continue à le défendre. Mais le truc c'est que dès que tu émets la moindre micro-critique sur Nick Kyrgios, tu te tapes une volée de masculinistes de 15 ans qui sont encore en train de jouer avec leur quéquette chez leurs parents, quand leurs parents éteignent la lumière et vont se coucher, eux ils sont là. Donc c'est très bas du front, les commentaires qu'on se tape, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment en train de discuter avec des adultes, aucun problème là-dessus, hein, il y a un âge pour tout, mais en tout cas Nick Kyrgios, super joueur, j'adore, mais un peu à cause de cette fanbase très toxique, après on a la fanbase qu'on mérite, voilà, ça me tend un peu, quoi, et du coup, je vais même peut-être être un peu plus critique par rapport à lui pour taquiner. Je vous ai dit 9e joueur pour Kyrgios, mais non, on était déjà à la fin du top 10, et je vous propose un bonus stage avec Novak Djokovic et Marat Safin. 2 joueurs qui ont figuré dans mon top 10 de mes joueurs préférés, vous pouvez aller revoir la vidéo ou la voir si vous ne l'avez pas encore vu, et je voulais vous donner un petit motif d'espoir après cette vidéo fort sarcastique. J'étais en roue libre, mais bon, c'est comme ça, ça peut arriver. Parfois, il y a des mots qui dépassent un peu l'entendement, mais faut pas non plus couper, s'auto-censurer. J'ai laissé des trucs un peu what the fuck. Mais en tout cas, voilà. On peut avoir des impressions initiales négatives ou très contrastées par rapport à un joueur, et évoluer, apprendre à l'apprécier. Safin 98, je suis pas fan du tout, 99 non plus, puis progressivement, j'ai réussi à l'apprécier. Novak pareil, hein, 2005-2007, la première période, le jeu, l'attitude, c'est pas quelque chose qui me parlait à ce moment-là dans ma vie, et puis au fur et à mesure, j'ai appris à apprécier Novak, le joueur, la personnalité, à la comprendre, à voir certains traits intéressants, ne pas être d'accord avec tout, ne pas tout apprécier non plus, mais ce qui est important à noter, c'est que rien n'est figé dans ce sport, dans notre appréciation des joueurs, et on peut évoluer, il faut laisser la place à une évolution de l'appréciation, je pense que c'est très très important, et de développer une certaine empathie, même si
certains joueurs nous rendent complètement marteau. Donnez-moi votre top 5, top 7, top 10 des joueurs que vous détestez regarder ou qui vous énervent. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu sur la chaîne. Je vous embrasse.